Un marabout du quartier m'a demandé de le tuer pour avoir de l'argent, a déclaré le bijoutier de 27 ans. Par décence, nous ne décrirons pas comment le petit Aboubakar Sidiki Traoré, alias Bouba, un enfant de 4 ans, a été retrouvé enterré derrière le CHU d'Angré dans la capitale économique ivoirienne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Quelle protection pour les enfants face au phénomène de leur enlèvement? Nous recevons sur notre plateau 4 personnalités. Madame Anne Désiré Ouloto, ministre, secrétaire générale déléguée du Rassemblement des Républicains. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir. Madame Agnès Monet, secrétaire générale du Fonds populaire ivoirien. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Koné. Monsieur René Okou-Légré, secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et Doumbia Mamadou, président du réseau des acteurs de médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, Ramed Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le président, chers confrères. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre appel. La mort de Bouba a profondément secoué l'opinion publique ivoirienne en raison même de la sacralité de l'enfant, un être sans défense, vulnérable donc à protéger. Je vous propose de partager la douleur de la maman du défunt. Son petit frère était malade, ça faisait quelques jours. On n'a pas dormi la nuit. Donc je suis tellement fatiguée avec le bébé, j'ai dit je vais me reposer. Je me suis réveillée à 14 h. J'ai dit à la grande soeur, j'ai dit mamie, il faut aller chercher les enfants. Elle est partie dans la cour là, on dit ils ne sont pas là. Elle est partie, c'est dans 3 coups seulement, ils s'en vont, tous les 3. On dit qu'ils ne sont pas là. Donc c'est là on a commencé à le chercher. C'est là ma fille, elle s'est rappelée. Elle dit non, que la dernière fois il y a vu pourquoi c'était avec le bijoutier. Phénomène contemporain né de notre occidentalisation forcée, les enlèvements d'enfants se sont accrus ces derniers jours à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le cas Bouba a été une sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Chers invités, qu'avez-vous ressenti après ce crime crapulé, Madame le ministre? Merci pour cette belle opportunité que la RTI offre aux Ivoiriens de parler sur vos antennes d'un sujet aussi désolant. C'est vraiment triste ce que nous avons tous ressenti. C'était l'horreur, cette question d'enlèvement d'enfants, mais la situation vécue par la famille de Bouba, le sort qui a été réservé à ce petit, que je devrais qualifier de petit ange, c'était vraiment crapuleux. Nous avons ressenti vraiment une profonde tristesse. Je devrais dire même un dégoût. Que l'être humain soit emmené à agir de manière aussi lâche vis-à-vis d'un enfant. Et moi, je voudrais me joindre au cri de cœur qu'a lancé le président de la République pour dire plus jamais ce genre de cas dans notre pays. Je crois que c'est une honte pour l'humanité. Et aujourd'hui, vous donnez cette tribune aux Ivoiriens pour que nous nous remettions tous en cause et qu'on repense notre manière de vivre avec nos enfants. Madame Monet. Très bien, merci. Alors, je voudrais parler au nom du Front populaire ivoirien pour dire que, effectivement, ce genre de débat a toujours été désiré par le Front populaire ivoirien. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous répondons de façon favorable à votre invitation parce que c'est ce que nous avons toujours dit, les grandes questions qui secouent la nation, qui secouent les habitants, les Ivoiriens, doivent pouvoir faire l'objet de débats, d'échanges, pour qu'ensemble, nous puissions trouver les solutions appropriées. Et donc, nous saluons l'initiative. C'est vrai que certains diront que mais il y a d'autres sujets, mais nous disons que ce sujet qu'on peut qualifier de fait de société est tout aussi important parce que forcément, ce sujet va nous amener, n'est-ce pas, à interroger, à questionner l'état de la société ivoirienne aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je voudrais souhaiter que le petit Bouba repose, que son âme repose en paix. Également réitérer la compassion du Front populaire ivoirien à la famille éplorée et à toutes les familles éplorées qui ont subi, dont les enfants ont subi, n'est-ce pas, ces crimes odieux, révoltants et
il faut que nous trouvions les solutions pour y mettre fin durablement. Merci. Et voilà ce que nous voulons pour que la démocratie soit effectivement de fait dans ce pays. Chokou. Merci. Je voudrais, au nom de la Commission nationale des droits de l'homme, saluer l'opportunité de cette rencontre. C'est une rencontre importante qui porte sur une thématique, je dirais, qui procède même de l'urgence nationale. De l'urgence nationale, nous avons tous été choqués, nous avons tous été dévastés. Mais ce que je retiens, c'est que c'est une situation qui nous met devant nos responsabilités. En tant que parents, en tant qu'humains d'abord, en tant que parents, et en tant qu'animateurs d'une institution nationale des droits de l'homme. Et donc, je salue cette initiative qui nous donnera, je dirais, d'en dire davantage sur ce que nous pensons de la protection nécessaire des enfants. Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, les enfants, ce sont des anges. Ce sont des personnes vulnérables qui ont besoin d'une protection, je dirais, particulière, d'une protection spécifique, et donc qui ne devraient pas se retrouver dans cette situation. On évalue, je dirais, le niveau de protection des populations d'un pays, des droits d'un pays, à travers le niveau de protection des populations les plus vulnérables. Et cette situation nous interpelle. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Bien sûr. M. Doumbia. Oui, je pense que le RAMED, qui est le réseau des acteurs de médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, et toute la famille de la presse ne peut que se réjouir de ce plateau, parce que notre objectif a toujours été de placer l'enfant au cœur de l'actualité ivoirienne, afin que la population se penche sur les différentes thématiques qui touchent aux enfants. Pour le cas Bouba, je pense que ça nous interpelle tous. Et nous, en tout cas, au niveau du RAMED, je pense que 3 ou 4 jours avant, nous avons fait déjà une déclaration pour attirer l'attention de la nation sur un fait qui risquait de prendre une certaine proportion. Et je pense aussi, je félicite la RTI pour cette opportunité, parce que nos confrères du Sénégal, cet après-midi, lorsqu'on leur a envoyé l'annonce de cette émission, se sont réjouis du fait qu'en Côte d'Ivoire, des ministres participent aux échanges sur l'enlèvement des enfants, parce que ce pays aurait été touché par ce phénomène. Alors, c'est toujours l'indignation nationale lorsque ces cas se produisent. Une fois l'émotion tombée aussi, les mesures ne suivent pas. Monsieur Legré, rapidement, pourquoi le cas Bouba a choqué l'opinion? En 2014, à la fin de l'année 2014, c'était encore dans un contexte, le même contexte. C'était juste avant des échéances électorales. Parce qu'il faut y revenir. On a comme le sentiment que certains événements ont un lien avec d'autres événements, sans qu'on puisse l'établir véritablement. Et nous avions interpellé le gouvernement sur cette problématique qui est essentielle. Et je pense que le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures qui consistaient à créer une unité spéciale de lutte contre ce phénomène que nous avions salué à l'époque, à mettre en place une ligne verte, une ligne d'alerte au bénéfice des populations pour que tous ces cas soient signalés. Nous avions aussi assisté à une mobilisation des forces de police et qui ont même été appuyées par un détachement important des forces républicaines à l'époque. Et nous avions salué ces mesures. Nous sommes en 2018 et nous faisons le constat que ce que nous avions déploré se répète. Nous sommes en droit de nous poser des questions sur cette approche qui a été celle du gouvernement, qui, à notre sens, ça a été une approche sécuritaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et donc, c'est ça la question essentielle. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, depuis janvier,
pas moins de 8 cas d'enlèvement ont été recensés par les autorités. Le 25 février, le corps sans vie du petit Traoré Aboubakar Sidiki, dit Bouba, est retrouvé derrière le CHU d'Angré. Sa disparition a été signalée un jour avant. Son bourreau, Étienne Sagno, un jeune bijoutier de son quartier à Williamsville. Inquiétude et vive émotion chez les populations et à travers les réseaux sociaux. Le 5 mars 2018, un autre cas d'assassinat est signalé à Mbayakro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Une lycéenne de 14 ans a été retrouvée égorgée et vidée de son sang. Des crimes qui relancent le phénomène d'enlèvement d'enfants et même de personnes majeures ces derniers jours à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les autorités se saisissent de l'affaire et en débattent en Conseil des ministres. Plus de 40 cas de disparition ont été enregistrés en 2 mois, dont 8 ces derniers jours. Parmi les 8, 3 morts, 4 vivants et 1 toujours pas retrouvé à Bouna. Pourquoi autant de disparitions? À qui profitent ces enlèvements? À qui la faute? Comment y mettre fin? Le ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Promotion de l'Enfant a annoncé la disponibilité d'un numéro vert afin de faire face à cette récurrence du phénomène des enlèvements d'enfants. Il est donc conseillé d'appeler le 116 pour signaler toute disparition d'enfants. Une ligne verte, des mesures en 2014. Madame Monet, l'État a-t-il de véritables solutions puisque les populations estiment que les dirigeants se manifestent que lorsqu'il y a problème? Tout à fait. Je suis également de cet avis en tant que citoyenne, mère aussi, grand-mère. Je pense que la réaction de la population est l'expression d'un ras-le-bol. Peut-être même l'expression d'un désespoir. Parce que ce qu'il faut noter, c'est quand le phénomène se manifeste effectivement que les gouvernants se mobilisent. Après, c'est fini. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce de banalisation. Chacun de nous a dit tout à l'heure que la vie d'abord tout court est sacrée, mais la vie de l'enfant, on l'a identifié à un ange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prendre toutes les dispositions possibles pour protéger cet ange-là, cet être précieux. On ne doit pas attendre que le pire arrive pour s'organiser. Donc je pense que, et pourquoi je parle d'impunité? C'est vrai, ce n'est pas la première fois. Le prédécesseur a parlé de 2014, mais on se souvient aussi en 2012. Et ce phénomène, c'est vrai que c'est dans certaines périodes, soit pendant les matchs, hein, parce que je sais qu'en 2012, dans le cadre de la CAN, il y a eu des cas de ce type, où on a même vu le monsieur ensanglanté dans un t-shirt rouge. Mais en 2014, à Dzopé, toujours dans le cadre de la Coupe du Monde, il y a eu un enlèvement et qui a touché ma famille à moi. Et ça, la vie d'Azopé a vécu à ce rythme-là. Mais le parent était livré à lui-même. Et finalement, il a laissé tomber. Parce qu'on lui dit de faire l'ADN, de faire ceci. Il n'avait pas les moyens. Pourtant, il s'est adressé aux structures, n'est-ce pas, chargées de ces questions-là, à la direction régionale à l'époque des affaires sociales. Donc, je pense que ce débordement, c'est justement l'expression de la douleur des parents, de cette souffrance que les parents vivent seuls. C'est ce que je peux dire comme explication. Dites-moi, quelle a été la réaction du FPI quand il y a la eu réaction le du cas FPI, justement, très précisément. bien. La réaction du FPI a été aussi une déclaration pour condamner, pour dénoncer, pour condamner ce qui s'est passé, inviter, n'est-ce pas, le gouvernement à prendre toutes les mesures pour mettre fin à ces pratiques-là qui, effectivement, n'honorent ni la Côte d'Ivoire, ni ses gouvernants. Et justement, c'est pour cela que je saluais tantôt votre initiative, parce que cela faisait partie, n'est-ce pas, des recommandations, disons, du Front populaire ivoirien. Avez-vous participé aux différentes marches? J'étais hors du pays, mais... Je veux parler de votre parti. Si, comment on dit, des militants. Officiellement, est-ce que... Non, simplement parce que ce que j'ai appris, j'étais en mission, c'est que les gens ne voulaient pas qu'on y accorde, on y attribue une coloration politicienne.
Donc celui qui voulait, n'est-ce pas, partager la douleur des parents, dire son indignation, n'avait qu'à se joindre aux marcheurs. Voilà comment. Mais nous avons fait une déclaration et je pense que politiquement, c'est une position tout à fait responsable. Madame le ministre, vous avez eu la possibilité de diriger même ce ministère. Qu'avez-vous à dire à propos de la possibilité pour le gouvernement de réagir face à ce genre de situation? Oui, je voudrais me féliciter de tous ces rappels qui ont été faits. C'est vrai qu'en 2014, en 2012, on a eu ces cas, mais en 2006, en 2007 et bien avant, les questions d'enlèvement d'enfants, ce sont des questions que le monde entier connaît, que notre pays connaît également depuis longtemps. Et tous les jours, dans nos quartiers, dans les marchés, ce sont des enfants qui sont portés disparus. Et c'est un fait de société, Mme Monet l'a dit tout à l'heure. Ce soir encore, j'étais en train donc de regarder l'actualité sur le net et j'ai vu que même à Dakar, la Direction générale de la police nationale a organisé cet après-midi une conférence de presse justement pour inviter les Dakarois au calme et à la sérénité face à une psychose d'enlèvement d'enfants. Donc c'est un problème, je pense, qui est très complexe. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut traiter ces questions avec responsabilité. Moi, j'en profite pour saluer les déclarations et la mobilisation des Ivoiriens. L'organisation, l'ONG donc de M. Doumbia a fait une déclaration, ainsi que la CNDHI, que j'ai trouvé franchement très responsable dans la mesure où c'est une invite à la réflexion, à la mobilisation de tous, mais également à une approche participative et inclusive. Voyez-vous, quand on est, je veux dire, à ce genre de débat, il est bon qu'on en profite pour sensibiliser et pour interpeller nos concitoyens. La protection de l'enfant commence à la maison. Le gouvernement travaille à élaborer des politiques, des stratégies. Et tout le monde sait, vous êtes tous membres de certaines commissions nationales, de certaines institutions mises en place par le gouvernement. Nous avons une politique nationale de protection de l'enfant. Nous avons des stratégies de protection de l'enfant. Madame la Première Dame elle-même a créé une commission nationale de lutte contre le travail des enfants. Tout cela pour organiser la mobilisation autour de la vie de nos enfants, autour du respect des droits de nos enfants. Le gouvernement lui-même s'est mobilisé avec les Ivoiriens. Madame Monet, malheureusement, n'a pas pu participer à la marche, mais c'était une marche citoyenne. Et justement, ce que nous devons condamner, c'est la récupération politique de ce genre de situation qui affecte le moral des familles et qui touche à toutes les familles. Vous avez donné le cas tout à l'heure de votre propre famille, mais ce sont des familles, je veux dire, partout en Côte d'Ivoire, qui peuvent être victimes de ce phénomène-là. Donc, il n'est pas bon que, face à une telle situation, on perde notre self-control et qu'on se mette à accuser X, Y. On pourrait dire, ce sont les parents, ce sont les voisins, c'est le gouvernement. En réalité, en quoi consiste la protection de l'enfant? La protection de l'enfant, c'est le respect des droits de l'enfant. Est-ce qu'il y a des cadres dans notre pays, institutionnels, réglementaires, pour protéger les enfants? Oui, et le gouvernement y travaille en permanence. Vous avez des témoignages qui peuvent être faits tous les jours. Tous, autant que nous sommes sur ce plateau, nous pouvons témoigner des actions fortes posées par l'État pour protéger les enfants de toutes les familles, de tous les citoyens, quel que soit leur parti politique. Tout le monde ici, nous pouvons faire des témoignages et nous devons témoigner de ce que le gouvernement a fait. En 2011 et 2018, je suis sur ce plateau en tant que secrétaire général délégué du RDR, parti au pouvoir avec le RHDP, et je suis consciente. Les Ivoiriens le sont également. C'est la raison pour laquelle cette mobilisation s'est faite avec le gouvernement, avec la participation des membres du gouvernement. Ce qu'il faut faire, c'est ensemble travailler à mieux protéger nos enfants, identifier les différentes tâches à accomplir par tout le monde. Le gouvernement fait sa part. Vous avez parlé de numéro vert. Vous avez parlé de stratégie nationale. Vous avez parlé de cellules, n'est-ce pas,
spéciale de police, de police mixte, avec tous les corps donc, de sécurité et de défense, qui travaillent partout sur le territoire national à protéger nos enfants. Mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas avoir dans un pays un policier pour un citoyen. C'est la raison pour laquelle les familles sont également interpellées. Regardons à tête reposée, de façon responsable, comment nous vivons et ce que devient notre société. Tout à l'heure, Mme Mounin le disait, il faut aujourd'hui réfléchir à l'état de notre société. Que faisons-nous donc de la perte de valeur? Que faisons-nous on le dit tous, de la fuite de responsabilité des parents? Vous avez quelquefois des enfants que vous voyez le soir qui font de l'autostop. Nous allons en parler tout à l'heure, Madame le ministre. Adresser cette question en reconnaissant donc toutes les dispositions prises par le gouvernement. On va en parler pour tout à l'heure. Résoudre ces questions. Monsieur Doumbia, 2014, vous tirez la sonnette d'alarme, c'est vrai, il y a le cas Bouba, mais il y a aussi le cas des albinos, il y a aussi le cas dans les hôpitaux qu'on n'en parle même pas. Bien sûr. Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis 2014, nous avons déjà fait une déclaration pour attirer l'attention de l'État. Comment est-ce que vous opérez pour avoir Nous sommes des professionnels des médias. Oui. Nous travaillons avec des structures que nous avons mises en place pour essayer de... Puisque, bon, il faut le dire d'abord, il y a un observatoire qui fait d'abord un monitoring chaque matin. Ça nous permet d'avoir la situation. Et ensuite, il y a les réseaux sociaux. On essaie de faire des recoupements. Et lorsque nous avons eu, dans un certain nombre de quartiers, des affiches qui se répétaient ou qui signalaient des cas de disparition d'enfants, en 2014, le 5 janvier 2014, nous avons fait une déclaration pour dire à l'État qu'il y a eu de grandes avancées, mais attention, un point risque d'entacher tout ce que vous avez fait. C'est le cas de disparition d'enfants. C'est pour le moment résiduel, mais ça risque de prendre une proportion. Et comme on l'a dit, il faut qu'on réfléchisse. Cette cause doit être une cause nationale. Il faut poser le bon diagnostic pour pouvoir tirer d'abord les leçons de ce qui n'a pas marché ensemble, parce que c'est une responsabilité collective. Donc, il faut poser le bon diagnostic. Je souhaite qu'on fasse cause commune autour des enfants qui le méritent. Justement, pour le cas des albinos, oui. Vous avez une expérience précise à partager. Effectivement, j'allais le dire, ce phénomène a commencé parce qu'il faut le dire, c'est pratiquement depuis la nuit des temps. Moi, personnellement, il y a eu un cas en tant que professionnel, lorsque j'étais très actif au niveau de la presse, j'étais journaliste, je m'intéressais à ce genre de sujets, j'ai traité sur le cas de disparition d'albinos. Parce qu'il y a beaucoup je sais qu'en Afrique centrale, c'est un phénomène vraiment qui a une proportion inquiétante. Je boucle l'enquête et je dois trouver une illustration pour ma photo. J'ai identifié un jeune et hier même au cours de mes recherches, je suis tombé encore sur un autre témoignage. Je vais demander à mon photographe, nous allons faire fixer la photo d'un albinos pour illustrer. Bien sûr, on allait lui mettre une cagoule pour ne pas l'identifier, mais pour montrer au moins un albinos. On arrive sur les lieux, on nous dit l'albinos n'est plus là. Le truc et la raison, il a été mutilé. Et ça a été un choc. C'est ce qui fait que ce cas-là, nous sommes vraiment impliqués et nous accordons beaucoup d'importance. C'est-à-dire, ça a commencé d'abord par les albinos. On n'a pas prêté attention. Il y a eu des grandes personnes et on monte d'un certain degré, c'est les enfants. Et ça commence à devenir une épidémie en Afrique. Il faut trouver une solution, surtout en Côte d'Ivoire. Monsieur Okou, à peu près combien de cas de kidnapping on vous a annoncé, vous qui êtes de la Commission nationale des droits de l'homme? Pour cette fois-ci, si on s'en tient donc au décompte qui a été fait dans les journaux, sur les réseaux sociaux, on est autour d'une cinquantaine de personnes. Et ces 5 dernières années, est-ce que vous avez des chiffres? Nous ne saurions indiquer des chiffres puisque c'est juste les chiffres qui sont portés à la connaissance de l'opinion. Mais nous, particulièrement, nous sommes saisis. Et ces dossiers-là, je dirais, relèvent des 40 ou bien 50 dossiers qui sont portés à la connaissance de l'opinion. Je voudrais, Victorine... Rapidement, oui, Madame la ministre, je vous donne une minute. En fait, je voudrais dire quelque chose d'assez fondamental pour cette émission. Parce que des milliers d'Ivoiriens nous regardent ce soir dans l'espoir d'entendre des informations ou des approches
pour mieux protéger nos enfants. Il s'agit de nos enfants. Ce ne sont ni les enfants... Non, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on parle d'enlèvement d'enfants, il faut qu'on dise pourquoi les enfants sont enlevés. Quels sont les différents cas de... C'est la deuxième partie de l'émission, Madame le ministre. Bon, alors, on devrait commencer par là parce que je considère que vous parlez des enfants albinos. Vous parlez des enfants albinos. Oui. Les enfants dans les hôpitaux. Les enfants dans les hôpitaux. De Bouba, c'est l'actualité. Les violences qui relèvent des violences des enfants faites aux enfants. Oui. Mais tout cela relève de quoi? Il faut le dire. Il y a des mauvaises pratiques. On va en arriver tout à l'heure. Je veux bien, mais parce que moi, les Ivoiriens attendent et ils ont besoin ne vous en faites pas. C'est la seconde phase. Ce que je voudrais dire, deuxième point. Ce que je voudrais dire, le sujet est tellement important. Et si nous sommes là, c'est parce que nous disons qu'ensemble, il faut que nous trouvions, n'est-ce pas, des solutions. Ce n'est pas la peine de dire, oui, c'est vrai que le phénomène a toujours existé. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à l'époque, c'était plus ou moins un épiphénomène. C'était de façon sporadique. Mais tous les chiffres montrent que cette année, ça devient quelque chose d'inquiétant. Et la psychose, ce n'est pas seulement à Dakar, c'est aussi ici en Côte d'Ivoire. Simplement parce que ce sont les réseaux sociaux qui s'emparent de l'information. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une défaillance du gouvernement. Il ne s'agit pas ici de dire, oui, les parents sont responsables, tout le monde est responsable. Mais qui a la sécurité, la question de la protection des enfants, des populations? C'est d'abord le gouvernement. Et à ce titre-là, il a ratifié, n'est-ce pas, des conventions, des instruments internationaux qui se donnent les moyens de les respecter. C'est vrai, le Comité national pour traiter de la question de la traite des enfants, etc., ce n'est pas de 2011 ou de 2012. Hein. Déjà, en 2010, avant 2011, déjà, ce comité-là existait. Vous comprenez? Donc, c'est une continuité. Ce qui est fait aujourd'hui n'est pas inventé d'aujourd'hui. Quand on prend la gouvernance qui a précédé cette gouvernance, toutes ces structures étaient déjà en place. Je voudrais qu'on le dise. Donc c'est la responsabilité de tous. Ce que je voudrais dire... Oui, mais il a été créé en quelle année? Mais madame, répondez à la question. En quelle année ce numéro vert a-t-il été? Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que vous êtes convaincu que tous les parents sont capables, n'est-ce pas, d'accéder à ce numéro vert? Pourquoi ne pas utiliser les médias pour sensibiliser la population? Madame Monet, on va en arriver. On va en arriver. On va maintenant écouter, à la réalisation, on va écouter le criminologue. On l'a recueilli des propos. Il va expliquer un peu les motivations de ceux-là même qui tuent ces enfants, ceux qui enlèvent ces enfants. Le phénomène de l'enlèvement des enfants, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui existait depuis longtemps. Seulement que maintenant, c'est devenu plus récurrent parce qu'avec les réseaux sociaux, on arrive plus à communiquer autour et à faire plus de bruit pour que les uns et les autres soient informés. Sinon, ce n'est pas un phénomène nouveau. Cela est dû à une question d'insécurité urbaine et de perte de valeur de la société. Ce phénomène-là est dû aussi à une envie de pouvoir de certaines personnes et une recherche de gains faciles, soit disant que le mysticisme peut apporter de l'argent, certaines parties du corps humain peuvent permettre à quelqu'un d'être riche selon un certain nombre de personnes dont on appelle dans la société habituellement les marabouts. En fait, la plupart du temps, on a vraiment affaire à un psychopathe. Celui-là même qui pose un acte sans réellement s'en rendre compte de la gravité et qui réellement, pour lui, bon, c'est un fait normal. Donc, ces gens de psychopathes sont beaucoup dans la société. Et les personnes qui envoient ces personnes-là agir, étudient ces gens-là avant de les envoyer. Ils voient leur côté réellement faible. C'est de former et de faire comprendre à nos enfants le risque qu'ils encourent lorsqu'ils vont à l'école, ou bien lorsqu'ils sont à la maison, qu'ils sont en bas des immeubles, ou bien ils sont dans le quartier. Aujourd'hui, il faut faire prendre conscience aux enfants qu'il y va de leur vie. Mais lorsque vous avez un enfant qui doit se déplacer, ou bien qui veut se déplacer, il faudrait que vous en informez une ou deux personnes. Madame le ministre, je crois que vous êtes en phase. Mais c'est pour cela que, vous savez, je pense qu'il y a une décence avec laquelle on doit traiter cette question. Vous avez entendu le sociologue tout à l'heure. Le criminologue. Pardon? Le criminologue. C'est le criminologue. Donc, merci. Et je crois que cette question doit être traitée avec responsabilité. Nous sommes face à la nation. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous disais qu'on aurait dû commencer l'émission par
l'intervention de ce criminologue. Pourquoi? Parce que les populations ont besoin de savoir qu'en réalité, cet ensemble, sans jeter le discrédit sur qui que ce soit. Vous savez, Mme Monet a dit des choses graves. Parce que de 2010 à 2010, 2011, vous avez dirigé un pays. Vous avez, selon vous, bâti des stratégies. Mais quand nous sommes arrivés en 2011, il n'existait aucun numéro vert. Le premier réflexe dans un pays responsable, quand on met une stratégie pour protéger les enfants, c'est d'abord un lien entre cet enfant, entre sa famille et le gouvernant. Ce lien, c'est lequel? C'est un numéro à partir duquel la famille peut s'exprimer. Ce numéro n'a jamais existé. La politique nationale de protection de l'enfant, en quelle année a-t-elle été adoptée? Pas maintenant. Elle était déjà adoptée. Ben, je crois que vous n'avez pas été ministre de la femme. Oui, mais quand même, je suis de la société. Vous êtes de la société. Est-ce que sous les deux régimes, cette politique-là a été véritablement vulgarisée? La politique nationale de la population. Mais justement, c'est la raison, c'est au nom de cette politique que la stratégie est élaborée. C'est au nom de cette politique que vous avez un numéro vert et pas le seul. Même la police nationale a un second numéro qui est le 107, qui est à la disposition des populations. Et ce numéro passe en boucle. La RTI, vous le faites, il faut témoigner, il faut le dire. Et donc, en plus de cela, vous avez une commission nationale de la famille qui a été mise en place pour quoi? Pour faciliter justement la ventilation de toutes ces politiques et la sensibilisation des familles. C'est la raison pour laquelle, Mme Monet, moi, je voudrais qu'on prenne les formations et l'approche qui vient de nous être proposée par ce criminologue que nous venons d'écouter. Il est important qu'ensemble, à tête reposée et dans le calme, on situe les responsabilités et qu'on se dise je n'ai pas dit autre chose doit que ça. faire quoi. Mais justement, c'est ça la démarche responsable. C'est ce que Parce je disais. En tant que gouvernement, vous posez des actes. En tant que famille, en tant que, je veux dire, enseignant qui recevait les enfants, en tant que collectivité territoriale, tout le monde a un rôle à jouer. Mais Madame la ministre, je n'ai pas dit autre chose. Et lui-même, il a parlé de sensibilisation. De vouloir jeter le discrédit. On ne jette pas le discrédité sur qui que ce soit. Vous avez également vos enfants raisonnez de cette façon, de la protection du gouvernement. Mais justement, donc, il faut témoigner mais cela. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, reconnaissez que tous les numéros verts et tout n'ont pas atteint leur objectif. Parce que dans la gestion, dans la gouvernance, mais justement, donc n'insistez pas là-dessus alors. On insiste donc n'insistez pas là-dessus, madame. Parce que si on est ici, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas parce qu'on n'a pas mis cela, non, je suis désolée. Enrichissement et recherche de prospérité dans les affaires. Il semble que déjà en 2015, la population désignait sans preuve les brouteurs. Voilà. Les brouteurs, ce sont ces délinquants spécialisés dans les escroqueries sur Internet. On les désignait comme les auteurs de ces crimes. Et c'est le résultat de l'approche que nous avons de l'argent. Mais tout à fait. C'est cela? Oui. Il se développe dans l'opinion, je dirais, une certaine façon d'appréhender la question. On accuse les brouteurs, on accuse aussi des artistes, on accuse des sportifs, je dirais, qui seraient à la recherche de plus de résultats, de plus de notoriété, mais sans qu'on y apporte la preuve. Bon, ça peut se comprendre, il s'agit d'une population qui est choquée, qui est sous, je dirais, le fait d'une psychose et donc qui cherche des réponses, Mais je pense que pour ce qui est déjà des échanges qu'il y a entre Madame la ministre et Madame Monet, je voudrais préciser qu'il est de la responsabilité de l'État de protéger toutes les populations. Et donc, le gouvernement qui porte donc la charge d'assurer cette protection-là, elle a une responsabilité. Et je pense qu'il n'est pas exclu de le dire. Il faut le dire parce qu'il s'agit de moyens qui sont mis à la disposition de l'État. Il s'agit de l'argent du contribuable qui est mis entre les mains de ceux qui gouvernent et qui ont la charge de protéger cette population. Et donc, je pense que le gouvernement l'a compris. Mais le problème ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'efficacité de ces mesures qui sont prises. Parce que quand en 2014, un phénomène accourt et que la population est choquée,
2015, 2016, 2017, 2018, et qu'on en arrive à cette situation initiale et qui est amplifiée, comme on l'a fait remarquer tout à l'heure, on a en droit de se poser des questions. Mais il n'y a pas que l'État. Il y a aussi les familles. Quelqu'un a parlé d'une perte de valeur ici. On a aujourd'hui un rapport à l'argent qui nous conduit, je dirais, à des extrêmes qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années. Et quand vous avez quelqu'un de 27 ans qui, pour s'enrichir, ôte la vie à un enfant comme Bouba, qui est, je dirais, le cas emblématique aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qui a encore tout le temps pour vivre et donc pour construire sa vie à user, je dirais, de raccourcis aussi, je dirais, macabres? On est en droit de se poser des questions. Et c'est tout à fait, je dirais, légitime pour un individu, un citoyen quelconque, un responsable d'institution, un responsable de parti politique, de tourner son regard vers le gouvernement. Parce que nous avons besoin de protection. Nos enfants ont besoin de protection. C'est tout à fait normal qu'on se tourne vers le gouvernement. Et donc, ce qu'on attend du gouvernement, c'est que les mesures qui sont prises et qui se sont avérées, je dirais, un tant soit peu inefficaces, qu'on les renforce davantage, qu'on imagine d'autres stratégies et que peut-être on crée les conditions de non-répétition de ce que nous vivons et qui choquent toute la communauté nationale et internationale. Et voilà ce que moi je peux ajouter à ce qui a été dit. Le phénomène coupé-décalé n'est pas à l'origine de cette façon, notre rapport avec l'argent. Non, oui, effectivement, je pense qu'il faut... Moi, je souhaite d'abord qu'il y ait des études sérieuses sur le phénomène. Ça va nous permettre d'éviter un certain nombre d'interprétations, de poser les bons diagnostics et de trouver les solutions. Et je pense que c'est vraiment impératif. Le phénomène coupé-décalé a, plus ou moins dans l'esprit de l'Ivoirien, entraîné l'esprit du gain facile. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui sont célébrées? C'est des gamins de 17 ans, 20 ans, qui ont des voitures qui coûtent 40 millions, qui sont dans un quartier, qui n'exercent aucune profession, qui sont érigés en super-héros. Ça, c'est vraiment une défaillance de la société ivoirienne. Et on a constaté que ces travaillements, ces trucs, l'argent rapide, le gain facile, a été pratiquement en train de s'enraciner dans la société ivoirienne. Et je pense, voilà pourquoi je disais tout de suite, faisons cause commune pour trouver vraiment les sources de ce problème-là, aller, chacun assume sa responsabilité et trouver les bonnes solutions. C'est important. Alors, moi, je vais m'adresser à vous deux. Au-delà de ces deux raisons, il y a que les populations et même des sources policières accusent la classe politique, enfin les politiciens en général. Est-ce qu'on a besoin de tuer pour conquérir le pouvoir? Je m'adresse à vous. À qui? À moi? Très bien. Je ne le pense pas du tout. Je ne le pense pas du tout. Et ce que vous dites là, effectivement, ça met de l'émoi, n'est-ce pas, dans l'esprit des gens. Moi, je pense que quand on dit d'être responsable, c'est justement aussi de reconnaître la cause. Moi, j'ai l'impression, et j'en suis convaincue, c'est que le crime en Côte d'Ivoire est aussi une occasion de s'épanouir, d'avoir de la promotion, de s'affirmer. Et je pense que nous nous comprenons. Madame, ma question était précise. Doit-on tuer pour conquérir le pouvoir? Je dis non, mais quand vous voyez qu'on prend les armes, n'est-ce pas, pour s'affirmer. Non, ici on parle d'enfants, on parle d'enlèvement d'enfants. Oui, je souhaiterais qu'on reste dans ce cadre. Madame, mais c'est le crime. Doit-on tuer le crime pour se maintenir au pouvoir? C'est le crime. Dans tous les cas de figure, le crime. Non. Est interdit. Tout à fait. On ne doit tuer pour aucune raison au monde. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Nul n'a le droit d'attenter à la vie de son semblable. La vie humaine est sacrée. Maintenant, je voudrais revenir à la responsabilité par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Voyez-vous? Rapidement. Oui, c'est important parce que cette situation
Elle dit n'oubliez pas qu'on va chercher des solutions après le diagnostic. Donc ne perdons pas. Et même après l'émission, il va falloir continuer. Oui, donc rapidement, madame. Pour poursuivre ce débat. Cette situation a créé de l'émoi, oui, a choqué tout le monde. Et c'est en toute responsabilité que le président de la République s'est adressé à la nation. Parce qu'il est le président de la République. Et en tant que président de la République, il comprend la responsabilité qui est la sienne. Mais en même temps, c'est une question qui nous interpelle tous. Et c'est ce que je dis. Je ne parle pas de non-responsabilité de l'État. Je dis oui, l'État est responsable de la protection des enfants, de la protection de tous les citoyens. Mais en même temps, c'est son rôle régalien. C'est ce qu'on appelle le rôle régalien de l'État. Mais en même temps, tous les citoyens, y compris vous, partis politiques, vous êtes aussi co-responsables de la vie de la nation. Et chacun, en ce qui le concerne, a sa part de responsabilité et son rôle à jouer. Tout à l'heure, M. Oku a abordé quelque chose de fondamental. Lorsque vous protégez l'enfant avec les mesures de l'État, quand tout fonctionne bien, l'ennemi de l'enfant, du bien, de la paix sociale, de la cohésion, va toujours chercher la faille. Et dans la faille, il attendra, comme la maman de Bouba, que maman dorme. Dans la faille, il attendra que l'enfant sorte de l'école, en attendant les parents. Dans la faille, il attendra que la maman demande à son enfant, va à la boutique m'acheter une bouteille d'huile. Le méchant rôde. Et c'est là que la communauté est interpellée. En disant, nous sommes dans une société, tout le monde ne veut pas la cohésion et la paix dans cette société. Tout le monde ne veut pas la quiétude et le bonheur des familles. Mais alors les parents, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons veiller à parler à nos enfants. Il y a un dialogue à instaurer entre les parents et les enfants. Alors, on va en parler tout à l'heure dans les solutions. C'est important parce que les populations nous écoutent, on parle de responsabilité. Il est bon qu'ensemble, on aborde ces questions. Et je voudrais vraiment féliciter et remercier M. Doumbia et M. Oku pour l'approche qu'ils ont en disant c'est une approche collective que nous devons avoir. Alors, s'il vous plaît, messieurs, il semble que des marabouts de la sous-région s'invitent ici, lorsqu'il y a les échéances électorales. C'est vrai que j'ai posé la question sur à l'approche des échéances électorales. Je n'ai pas eu vraiment les réponses que je voulais, mais c'est un business lucratif, il me semble, pour ces gens. Bon, nous, on ne se sent pas concernés en tout cas. On peut parler de marabout. Je ne parle pas de vous en tant qu'individu. C'est parce que vous êtes de la classe politique que je vous pose la question. Non, effectivement, on voit effectivement ces charlatans, parce qu'effectivement, le mot exact, c'est le charlatan. Voilà. Le marabout, c'est un guide religieux. Bon, malheureusement, c'est galvaudé. Oui, le charlatan, si vous voulez. Le charlatan, effectivement, il vit au détriment de celui qui croit. Quand ils arrivent dans un pays, moi je prends par exemple, j'aimerais un témoignage effectivement du joueur Aristide Bansé qui nous a fait parvenir, qui a été vraiment marquant. Il dit, après un match de football, il a été approché à l'hôtel par un individu, et ce n'est pas le charlatan ordinaire avec des boubous, qui était vraiment tiré à 4 épingles, qui l'approche pour lui dire, tu as vraiment une belle carrière devant toi, mais pour avoir une gloire planétaire, moi je peux t'aider. Il lui donne sa carte de visite, et après l'approche qu'il lui suit et il lui propose, il te faut des sacrifices. En guillemets, c'est des sacrifices humains. Il rentre chez lui, il déchire la carte et il se pose la question, combien d'individus ont cédé à ça? Voilà pourquoi je dis, il faut qu'on pose le bon diagnostic. Aujourd'hui, la société ivoirienne, ça ne va pas. En Côte d'Ivoire, effectivement, c'est notre cas. C'est sur ce cas-là, nous allons nous concentrer. Il y a tiré des leçons de ce qui est arrivé aussi ailleurs, ce qui a marché, ce qu'on peut adapter ici, ce qu'on peut proposer. Mais encore une fois, je lance un appel, faisons cause commune, parce que ces charlatans sont en train de prospérer et c'est au détriment de la vie de nos enfants. Alors avant d'arriver tout à l'heure aux solutions, avant d'arriver tout à l'heure aux propositions, dans l'occultisme, la question des rituels et des sacrifices pour, dit-on, le bien-être de ceux qui s'y adonnent, on s'opère en général avec un poulet, un mouton, parfois même on voit des canaris à des carrefours. Aujourd'hui, ôter la vie à autrui est récurrent. Finalement, autour de quelles valeurs devons-nous construire notre pays, M. Oku? Oui, il se pose effectivement un problème de valeur dans notre pays. Parce que, voyez-vous, l'argent facile, l'argent qui ne procède pas d'une carrière construite,
d'un travail qui se fait au vu et au su de tout le monde, on en fait la promotion, en fait. Il y a des pays comme les États-Unis où on fait la promotion des riches. Mais ce sont des pays où le parcours de l'individu est passé au script pour peut-être s'assurer de ce que cette promotion se fait dans le respect des règles et des lois. Mais chez nous, du jour au lendemain, un individu qu'on a connu comme on dit, un galéreux en Côte d'Ivoire, qui subitement se retrouve riche, on se pose des questions. Et quand la réponse qui est développée dans l'opinion est que pour y arriver, il y a des raccourcis, mais ils sont nombreux à vouloir explorer ces voies-là. C'est dommage qu'on en arrive là, mais comme on l'a dit tantôt, c'est une perte de valeur. Et il faut reconstruire la société avec des valeurs, avec des modèles. Et je pense que c'est un travail qui va se faire, comme il a dit, je dirais, avec toutes les composantes de la société. Le diagnostic, il en a parlé tout à l'heure, il faut qu'on comprenne le phénomène. Tout à l'heure, on a entendu un criminologue, mais on devrait entendre un sociologue, on devrait entendre un anthropologue, on devrait entendre un économiste, on devrait entendre des psychologues, des spécialistes de sciences politiques. Et donc, c'est toutes ces contributions croisées qui devraient nous permettre de mieux appréhender le phénomène. Parce que quand le diagnostic est bien posé, mais les solutions coulent de source. Voilà, et sont des plus efficaces. Et donc, voilà ce que je peux ajouter. Alors, pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir de l'argent, pouvoir charismatique. En tout cas, le président de la République a réagi face à la question. On va l'écouter. Mes chers compatriotes, au cours de ces derniers jours, nous avons assisté avec indignation à des cas de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants dans des conditions tragiques. Je présente mes condoléances aux familles endeuillées et je leur apporte toute ma compassion, ainsi que celle du gouvernement et de la nation. Je condamne avec la plus grande fermeté ces crimes ignobles perpétrés sur des enfants sans défense. Les enquêtes en cours ont déjà permis l'interpellation des personnes impliquées dans les différents cas d'enlèvement ou d'assassinat. Tous les suspects seront traduits devant la justice et les coupables seront sévèrement punis. J'ai donné des instructions fermes pour que nos forces de défense et de sécurité se déploient en nombre sur le terrain pour protéger toutes les populations. Je vous invite donc, chers compatriotes, à ne pas céder à la psychose. Nous sommes déterminés à lutter contre ces pratiques inacceptables. Tous les moyens humains et matériels seront déployés pour faire la lumière sur ces événements ignobles, afin d'éviter que cela ne se reproduise. Il ne doit plus jamais y avoir de cas de Bouba en Côte d'Ivoire. Plus de cas de Bouba. Dès qu'il y a eu l'incident, le gouvernement s'est saisi de l'affaire. Réaction du président, des ministres ont réagi. Cela n'a pas empêché les populations à manifester. C'est légitime et c'est même normal. Et les populations ont réagi avec des membres du gouvernement, avec les membres des partis politiques, avec toute la société ivoirienne, parce que nous sommes tous exposés à des cas Bouba. Bien sûr. Aucune famille ou groupement n'a été indexé par un cas Bouba. Le sort est tombé sur la famille de Bouba. Et Bouba aurait pu se trouver dans n'importe laquelle des familles. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous devons traiter cette question avec décence. Et moi, je voudrais donc poursuivre pour dire que,
en plus de cette déclaration du président de la République et de la fermeté avec laquelle il a donné des instructions aux services compétents, mais en même temps, nous, en tant que, là aussi je le dis, en tant que membre du gouvernement, quoi qu'on dise sur ce plateau, bien sûr, des dispositions sont prises également pour renforcer, si vous voulez, l'approche participative. J'insiste sur la question parce que nous avons dit qu'il nous faut premièrement bien comprendre le phénomène et pour le comprendre, il faut faire participer tout le monde. Nous devons poser le diagnostic juste et à partir de ce diagnostic, bien identifier nos différents axes d'intervention. Et dans ces axes d'intervention, vous verrez qu'au cœur de la résolution de ce problème, nous aurons le rôle de la famille. Et ça, c'est déterminant. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cette commission nationale de la famille. Cette commission nationale de la famille, justement, qui met les familles face à leurs responsabilités en tant que copartenaires de la gestion des questions qui touchent à la société, à notre société. Et c'est important parce que l'enfant naît dans la famille, avant de se retrouver dans la rue, c'est la famille qui commence déjà à créer les conditions de protection, n'est-ce pas, et d'éducation de cet enfant. Apprendre des éléments de base à l'enfant. Ne pas aller avec un inconnu. Ne pas monter dans la voiture de quelqu'un qui s'arrête sur le bas chemin et qui vous dit « monte avec moi ». Avoir des codes, n'est-ce pas, de relation avec les enfants. Lorsque l'enfant ressort de l'école, quand les parents ne vont pas le chercher, les enfants doivent rester en groupe. On le voit même dans les villages. Les parents recommandent aux enfants, restez toujours en groupe. Quand vous voyez un inconnu, il faut vous enfuir, mais restez toujours ensemble. Ce que nous constatons aujourd'hui, ça fait mal au cœur. Et la perte des valeurs est un problème sérieux. Je voudrais donner une anecdote, si vous le permettez, parce que c'est important. En 2014, la même année en 2014, un enfant a été retrouvé, un lycéen de 15 ans, a été retrouvé avec un bol de sang humain à Yopougon dans son quartier. Et il a été interpellé par ses amis de quartier qui ne comprenaient pas, mais qu'est-ce que tu as en main? Et l'enfant de dire, c'est du sang de poulet. Tu te promènes avec du sang de poulet. Et ce sont ses amis qui l'ont interpellé. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à la gendarmerie. En bout de chaîne, il y avait un charlatan qui avait promis à l'enfant de l'aider à obtenir son examen, son BEPC. Le problème que cela pose, c'est que l'enfant a comme repère le charlatan. Il n'a aucun repère dans sa propre maison. Le père ne lui apprend pas qu'il doit travailler pour avoir son examen. Qu'est-ce que la mère lui dit? Que lui disent les frères et sœurs? Que disent les voisins? Qu'est-ce que l'enfant voit pour aller voir ce charlatan à 15 ans? Voici les problèmes que vivent nos sociétés. Alors, dans ce problème, face à cette situation, le policier, le gendarme, au moment où cet enfant de 15 ans, de son propre gré, va vers le charlatan, où se trouve le policier? Où se trouve le gendarme? Et l'enfant a participé. On ne peut pas voir un policier, un gendarme derrière chaque personne. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle il est important que, je vais dire, de façon responsable, nous, gouvernants, nous prenons nos responsabilités. Vous avez vu la fermeté avec laquelle le président de la République s'est adressé à la nation, mais mieux, la fermeté avec laquelle il conduit lui-même les questions de sécurité nationale, en créant un Conseil national de sécurité qui n'existait pas par le passé. Ça, c'est une innovation depuis 2011 du président de la République qui considère que les questions de sécurité sont des questions nationales avec lesquelles il ne faut pas plaisanter. Donc le Conseil national de sécurité est instruit et travaille de façon hebdomadaire sur ces questions-là. Maintenant, il faudrait qu'ensemble, avec les familles, avec l'éducation, les enseignants et la ministre de l'Éducation nationale également, a créé en son sein, au sein de son ministère, un code de l'enseignant. Pourquoi? Parce que l'enfant doit être aussi protégé par l'enseignant lui-même, qui doit être le bon relais de la famille quand l'enfant va à l'école. Donc ce sont autant de dispositions, moi je voudrais vous rassurer, pour vous dire que le gouvernement joue son rôle. Mais voyez-vous, la société ivoirienne, tout le monde le dit, elle est malade. Pourquoi? Parce que ce sont des tares que nous traînons depuis des années. Et nous devons ensemble dire qu'il nous faut éviter les crises. Parce que quand vous connaissez des crises,
dans un pays, malheureusement, voilà la conséquence. Perte de valeur, facilité. Et tout ce qu'on découvre aujourd'hui comme horreur. D'où la nécessité pour nous d'aller véritablement à la paix et de travailler à résoudre nos problèmes de société. Madame Monet, mais de manière objective, son rôle. Un fléau est appelé à être éradiqué. Un peu plus de pédagogie avec les parents et les enseignants, parce que de toute façon, le gouvernement ne peut pas tout faire. Il met le mécanisme en place et puis bon, il est de notre aussi responsabilité. Ce qu'on demande au gouvernement, justement, c'est la gestion participative de ces questions. Comme le gouvernement sait que seul, il ne peut pas le faire, alors quand il y a un Conseil national de la sécurité, etc., qu'on essaie aussi d'y associer tous les acteurs de la société pour que chacun puisse venir avec ses propositions. Alors, justement, de façon pédagogique, je dirais que d'abord, la sensibilisation. Si la famille, d'abord il faut voir, aujourd'hui, par exemple, le préambule de la Charte africaine des droits de l'enfant, des droits et du bien-être de l'enfant, dans le préambule, qu'est-ce qui est postulé? C'est justement par toutes ces crises-là, toutes ces crises qui font qu'aujourd'hui, il y a une précarité, il y a une déstructuration de la famille. Quand on s'assoit pour dire, oui, la famille, mais la famille, elle vit comment? La famille, elle se cherche comment? Comment elle nourrit ses enfants? Quand la maman, à 4 h du matin, est déjà sur les marchés, quand le père s'en va et qui doit rentrer à 23 h, qui n'ont pas les moyens, pourquoi on garde les enfants? On fait comment? Quand on ne dit rien, ni les médias, ni les structures de l'État chargées de ces questions n'utilisent pas les médias, n'utilisent pas les voix qu'il faut. Vous ne pouvez pas dire que les médias ne sont pas utilisés, Madame Monet. Non, ce que je voudrais dire... On a passé le temps... Non, vous le faites. Mais je voudrais dire que, par exemple, on peut faire des campagnes de sensibilisation, on peut faire des campagnes d'information. Mais qui les fait? Mais c'est le gouvernement. Il n'y a pas que l'État, je vous l'ai dit mais tout à l'heure. Justement, je le sais. Si vous êtes d'accord avec moi que la pédagogie, il y a de la pédagogie... Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que normalement, il faut... Ça implique... Madame la ministre l'a dit, le problème est tellement complexe qu'il faut un partenariat à plusieurs niveaux. Ce qu'on peut dire, au niveau des familles, c'est vrai qu'il faut les éduquer, parce que c'est une question d'éducation aussi. C'est une question de mentalité. C'est une question de valeurs. Mais qui propose les valeurs à la nation? On l'a déjà dit, on ne revient plus là-dessus. Il doit y avoir un partenariat au niveau de l'école, entre l'école et les parents. Et ce qui fait mal, c'est que dans les établissements privés, tant qu'un représentant de la famille n'est pas venu, l'enfant, on ne le lâche pas. En tout cas, beaucoup d'écoles essaient de... Mais pourquoi on ne le fait pas aussi dans le public? Ce n'est pas parce que des gens sont obligés, parce que pauvres, de mettre leurs enfants là, qu'ils doivent être livrés à eux-mêmes. On peut trouver un mécanisme aussi. C'est ce mécanisme-là qu'on voudrait... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Allez-y. C'est ce que je suis en train de dire. Un partenariat entre les parents et l'école pour dire, tant que, surtout la petite enfance, tant que quelqu'un ne s'est pas présenté pour récupérer l'enfant, nous ne le laissons pas. Alors, M. Doumbia et M. Okou. Au niveau de comment on dit, en milieu rural, les collectivités décentralisées, on peut les utiliser également. Pour qu'ensemble, il y ait alors, M. Doumbia et M. Okou, je voudrais vous... Une minute, juste une minute. Donc, vous voyez, c'est ça, parce c'est la question de l'égalité des choses. Non, en réalité, c'est juste une minute. Vous avez dit tout à l'heure que dans les écoles privées, les enfants, la plupart du temps, l'enfant, en 2014, l'une des victimes est partie d'une école privée à Yopougon. D'accord. Donc ce n'est pas toujours exact. Oui, mais c'est sûr qu'il y a un phénomène. Oui, mais bien sûr. Mais ce n'est pas une raison. Il ne faut pas prendre l'élément isolé. En même temps, il y a aussi de la manipulation. Rapidement, vous allez conclure là-dessus en même temps en faisant vos propositions. Ce danger est concours. Les réseaux sociaux, on l'a dit tantôt, jouent un rôle important. Jouent un rôle important, mais il y a aussi parfois de la manipulation. C'est un rôle d'information. Mais il est clair que ce sont des médiums qui sont incontrôlables. Et il nous arrive souvent de devoir apporter des faits qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a un lien, mais qui ne sont pas des images ivoiriennes et qui ont pour effet d'amplifier le phénomène et donc d'en rajouter à la psychose.
Et ça, ce n'est pas vraiment à l'avantage de ces... 30 secondes pour les propositions avant M. Doumbia. Oui, en termes de propositions, oui, rapidement. J'en reviens à la sensibilisation. Elle est essentielle. Je pense qu'il faut amener un certain nombre de composants de la société à prendre conscience du phénomène et donc de jouer leur part. Il s'agit des parents, bien sûr. Il s'agit des écoles. Il s'agit des éducateurs. Il s'agit des chefs religieux. Il s'agit des chefs traditionnels, des chefs de communauté. Voilà. À ce sujet. Mais il s'agit aussi, en termes de solutions, de tirer les leçons des insuffisances de certains mécanismes nationaux qui sont mis en place par le gouvernement, de les renforcer, de leur donner plus de moyens de leur opérationnalité, et puis ensuite de renforcer l'interaction entre les structures étatiques qui existent. Merci beaucoup. On va passer à M. Doumbia rapidement. Et les ONG. Pour terminer, M. Doumbia. Bon, effectivement, pour éviter que la réalisation m'accorde 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, oui, allez-y. Ce phénomène de manipulation, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons eu ce mérite. La Côte d'Ivoire, au niveau de la presse, s'est dotée d'une charte ivoirienne de la protection des enfants, des droits des enfants au niveau des médias. Cette charte-là régule le traitement de sujets enfants en Côte d'Ivoire. Et cette charte est logée aujourd'hui au niveau du CNP, de l'OLPED, de la ACA. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous faites un mauvais traitement de l'enfant, vous êtes interpellé. Et je crois que l'un des derniers cas, la CNDHCI s'est saisie d'un cas d'enfant sorcier pour essayer d'interpeller. Je crois qu'ils ont même saisi le ministère de la Justice. Ça dit que nous avons pris les devants. Nous avons fait de la sensibilisation. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes ont été formés. Et ils sont sur le terrain. Ils ne demandent qu'à être mis à contribution. Nous sommes encore allés plus loin. Des enfants, aujourd'hui, nous les avons formés qui animent des émissions pour parler des sujets qui les concernent. Bon, ça, c'est grâce à un fonds de Save the Children International. Il y a l'UNICEF qui nous aide. Et puis, la première fois où l'État nous a aidés, ça a été grâce à l'intervention de madame, parce que nous avons grogné. Elle est intervenue pour nous au niveau du programme de la politique nationale de l'enfance. C'est dit qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une synergie, que les uns et les autres sachent ce qui est fait, ce qu'ils peuvent utiliser, et ce sera important dans la sensibilisation. Les médias sont incontournables. Voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'ensemble, on s'asseye, on pose les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions. Merci, M. Doumbia. Les médias sont incontournables. En tout cas, c'est un sujet qui passionne et malheureusement, on ne peut pas l'épuiser. La discussion va continuer en famille. La prise de conscience va avec une réelle pédagogie, on l'a dit, et une éducation des enfants. Par exemple, diriger les enfants vers la police. Il faut aussi la mise en place d'un réel système d'alerte à tous les niveaux de l'État. M. Okou a parlé d'interaction. Et que le travail de conscientisation se poursuive. Nous recevions Mme Anne-Désirée Ouleto, ministre, secrétaire générale déléguée du Rassemblement des Républicains, Mme Agnès Monet, secrétaire générale du Front populaire ivoirien, René Okou-Legré, secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, et M. Doumbia Mamadou, président du réseau des acteurs de médias pour les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, Ahmed Si. Merci, mesdames et messieurs, pour votre contribution à la recherche de solutions au phénomène d'enlèvement des enfants. Bonne suite de programme sur RTI 1.